La pluie fouettait le pare-brise, sonnant comme un tambourinage incessant alors que j'étais au ralenti devant le Méridien Club. 3 femmes émergèrent des portes tournantes en verre, leur rire résonnant de manière exagérée, chacune agrippant des sacs à main de créateurs comme s'il s'agissait de bouées de sauvetage. Les vitres teintées me rendaient invisible, simplement une autre ombre tapie dans une berline noire. Mon Dieu, remarqua l'une des femmes, une blonde, en s'installant sur le siège en cuir derrière moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment Serena a pu épouser ce chauffeur. Sa voix possédait cette cruauté caractéristique que les femmes riches cultivent autour d'innombrables martinis. J'ajustai le rétroviseur, captant son reflet. Jessica Crane. Je l'avais déjà conduite auparavant. Elle ne retenait jamais les visages, surtout pas le mien. Je veux dire, reprit la brune, Sarah Kim, en attachant sa ceinture de sécurité avec des doigts manucurés à la perfection, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, au juste? S'asseoir derrière un volant? C'est tellement banal. La troisième femme, Amanda Cross, se pencha en avant. Où puis-je vous conduire, mesdames? Jessica répondit, récupérant déjà son téléphone, le Velvet Room sur la 5e. On a besoin de boire un verre après ce dîner désastreux. J'acquiesçai, démarrai le moteur et m'insérai dans le flux de la circulation. Le témoin d'enregistrement sur mon tableau de bord émettait une douce lueur. Protection de responsabilité civile standard, affichée bien en évidence sur chaque porte. La plupart des clients n'y prêtaient pas attention. Serena pense qu'il est un parti intéressant parce qu'il conduit des riches, poursuivit Sarah, comme si cela lui conférait une certaine classe. Au lieu de tourner à droite, je virai à gauche. Au moins, 3 possédaient une richesse authentique, intervint Amanda. Vous vous souvenez de cette soirée sur le yacht l'été dernier? Voilà un homme qui savait vivre. Ma prise sur le volant se resserra. 3 Val. L'ancien petit ami de Serena. L'investisseur, avec un fonds de placement et une dépendance à la cocaïne. En parlant de 3, chuchota Jessica, baissant la voix, un petit rire s'échappant de ses lèvres. Ne le dis surtout pas à Serena, mais il a toujours sa clé. Le véhicule devint silencieux, hormis le bruit persistant de la pluie. Je continuai à conduire, les emmenant plus loin de la 5e rue, plus profondément dans le quartier des entrepôts. Dans le rétroviseur, j'observai Jessica réaliser que nous n'étions pas en route vers une boîte de nuit. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix désormais tranchante, ce n'est pas le chemin pour... » Je m'arrêtai devant l'immeuble de 3. Un édifice de verre de 30 étages. Un portier qui me reconnut. Un parking qui cachait des secrets. « Mesdames, annonçai-je, me tournant vers elle pour la première fois. La vitre teintée était maintenant baissée. Elle pouvait maintenant voir mon sourire. Passez une excellente soirée. La bouche de Jessica s'ouvrit. Le visage de Sarah se vida de sa couleur. Amanda tâtonna pour trouver la poignée de la porte. « Attends, balbutia Jessica. Vous êtes Nat Kellum, déclarai-je. Le mari de Serena. Le chauffeur. » Elles se précipitèrent hors de la voiture comme si elle était en flammes, leurs talons claquant sur le trottoir détrempé par la pluie. Je les regardai disparaître dans le hall de 3, puis vérifiai mon téléphone. L'enregistrement avait tout capturé. Leur voix, leur rire, leurs secrets. Surtout la révélation concernant 3 possédant toujours la clé de Serena. Je rentrai chez moi en voiture à travers les rues désertes, les essuie-glaces marquant le temps comme une marche funèbre. La pluie s'intensifia. L'audio dans l'habitacle était d'une clarté irréprochable. Aucun bruit parasite. Une netteté absolue. J'étais assis dans mon bureau à domicile à 3 heures du matin, le logiciel de montage illuminant l'écran, découpant méticuleusement le condensé de 2 minutes qui allait tout changer de manière irrévocable. La voix de Jessica, je n'arrive toujours pas à croire que Serena épouse ce chauffeur. Le rire de Sarah, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, au juste? S'asseoir derrière un volant? La confidence d'Amanda, ne le dit surtout pas à Serena, mais 3 a toujours sa clé. Je le gravai sur une clé USB et l'étiquetai avec la date d'hier. Pas de message, pas d'explication nécessaire. Simplement la vérité brute, enregistrée légalement en vertu d'un avis affiché dans un véhicule commercial. Serena dormait encore paisiblement lorsque je glissai discrètement la clé dans son tiroir à maquillage, niché parmi les rouges à lèvres et les pinceaux de fond de teint dont elle ne remarquerait jamais l'absence. Elle avait un vol tôt pour Chicago pour une conférence de relations publiques. Timing parfait. Je finissais ma 2e tasse de café quand elle la découvrit. «
Qu'est-ce que c'est que ça? Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, la clé USB dans sa paume comme une pièce à conviction. Je levai les yeux de mon journal. Écoute-la et tu comprendras. Son expression changea tandis qu'elle écoutait. D'abord, la confusion, puis la reconnaissance. Puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. Quand ce fut terminé, elle posa l'ordinateur portable, ses doigts tremblants. Où as-tu trouvé ça? Elles ont voyagé avec moi mardi soir, répondis-je. On demandait le Velvet Room. Je les ai emmenés ailleurs d'abord. Tu as enregistré mes amis? Je fis un geste vers l'avis de responsabilité civile affiché sur notre réfrigérateur. Le même texte que dans ma voiture. Protection standard. Elles ont signé des décharges lors de la réservation. C'est dingue, Nat. Tu ne peux pas juste. Ne pas juste quoi? Les conduire où elles désiraient aller? Enregistrer les conversations dans mon propre véhicule avec un avis affiché? Je pliai soigneusement le journal. Ou est-ce que je ne peux simplement pas vous laisser entendre ce que vos amis pensent réellement de moi? Elle fixa la clé USB comme si elle pouvait la mordre. 3 n'a pas ma clé. J'ai changé les serrures l'année dernière. Je souriais. Les en avez-vous informés? Son silence fournissait une réponse amplement suffisante. Je dois partir pour l'aéroport, dit-elle finalement. Bon voyage. Je la regardais faire ses bagages, ses mouvements efficaces trahissant une fuite pratiquée. À la porte, elle se retourna. Quand je rentrerai, nous parlerons de ça. La prochaine fois que tu parleras de moi, dis-je, vérifie qui écoute. Elle claqua la porte avec suffisamment de force pour faire vibrer les fenêtres. Je me servis une autre tasse de café et commençai à formuler ma prochaine manœuvre. L'atelier de Jess Feller empestait l'huile de moteur et les opportunités. Nous nous connaissions depuis le lycée, à l'époque où il réparait des motos et où je rêvais de faire de la course. Maintenant, il installait des systèmes de gestion de flotte pour des entreprises de transport de luxe. Tu veux des données sur les itinéraires des amis de ta femme? Il s'essuya les mains sur un chiffon graisseux, me regardant comme si j'avais une deuxième tête. Rien d'illégal, juste ce qu'elles fournissent volontairement lorsqu'elles réservent des trajets. Je me suis appuyé contre son établi. Publication publique sur les réseaux sociaux, horaire de prise en charge qu'elle me donne elle-même. Pourquoi? Parce que j'en ai marre d'être invisible. Jess hocha lentement la tête. Il comprenait. Invisible. Son ex-femme l'avait soumis à ce sentiment pendant 8 ans avant de le quitter pour son professeur de tennis. Je peux suivre les schémas de prise en charge, croiser les données avec les médias sociaux, les enregistrements d'événements, dit-il. Mais ça donne l'impression que quoi? Que tu vas à la guerre. Je souris. Je suis déjà en guerre. Elles ne le savent juste pas encore. Il ouvrit un programme de cartographie sur sa tablette. Donne-moi des noms. J'énumérai le cercle intime de Serena, les femmes qui avaient façonné son opinion de moi pendant 3 ans de mariage. Jessica Crane, Sarah Kim, Amanda Cross, plus une douzaine d'autres qui croyaient connaître ma valeur. Ce sont des informations publiques, dis-je. Demande de prise en charge des clients. Publication sur les réseaux sociaux qu'elles choisissent de rendre visibles, enregistrement d'événements. Elles se diffusent elles-mêmes. Légal n'est pas synonyme d'intelligent, Nat. Intelligent, c'est ce que je fais dans la vie. J'observe. J'écoute. Je me souviens. Je tapotais l'écran. Je conduis ces femmes depuis 2 ans. Tu penses qu'elles font attention au visage derrière le volant? Jess afficha les photos Instagram de Jessica du gala de charité du week-end dernier. Lieu tagué, horodatage qui correspondent aux entrées de mon carnet de bord. Elle te réserve tous les jeudis soirs, dit-il. Tournée des bars avec les commerciales pharmaceutiques et publie son itinéraire en temps réel. Ça me facilite le travail. C'est quoi le but du jeu ici? J'imaginais le visage de Serena quand elle avait écouté cette clé USB. Le moment où elle réalisa que ses amis considéraient son mari comme une blague. La panique quand elle ne pourrait pas défendre ce qu'elle avait probablement dit elle-même. La vérité, dis-je. Avec des conséquences. L'ordinateur de Jess émit un signal sonore signalant une nouvelle demande de réservation. Ellie Shore. Prise en charge jeudi soir. Course à l'aéroport. En parlant de vérité, dis-je, en lisant le nom, il y a quelqu'un qui sait où sont enterrés les cadavres. Ellie Shore.
demoiselle d'honneur au mariage de la meilleure amie de Serena il y a 2 ans. Elle a été dans ma voiture exactement 2 fois. Les 2 fois ivre. Les 2 fois coupable de quelque chose qu'elle ne voulait pas articuler. Tu la connais. Je sais qu'elle possède des secrets. Je me dirigeais vers la porte. Maintenant, je vais découvrir ce qu'ils sont. Ellie Shore eut l'air d'avoir rencontré un fantôme lorsque je me suis garé devant son immeuble de bureau. Vêtements de créateur. Énergie nerveuse. Le genre de femme qui vérifiait son téléphone toutes les 30 secondes comme si elle anticipait de mauvaises nouvelles. Salut, dit-elle en glissant sur la banquette arrière. LAX, s'il vous plaît. Terminal 6. Je la reconnus instantanément. Les cheveux roux, les yeux coupables, la façon dont elle tripotait son alliance comme si c'était la preuve d'un crime. Je ne vous ai pas revu depuis le mariage Patterson, dis-je en m'insérant dans la circulation. Son visage pâlit. Vous vous en souvenez? Je me souviens des visages. Surtout ceux qui ont l'air inquiets. Le trajet jusqu'à LAX dura 43 minutes. Pendant les 30 premières minutes, elle resta silencieuse. Puis, l'arôme de l'alcool imprégna l'air. Mini bouteille de son sac à main. Du courage liquide pour n'importe quelle confession qui la consumait. Ce mariage, dit-elle soudainement. Le mariage de Sarah Patterson. Quoi à ce sujet? Serena était mon amie à l'époque, avant qu'elle ne devienne si. Elle fit un geste vague. Avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est maintenant. J'ai ajusté le rétroviseur pour observer son visage. Les gens évoluent. Elle a embrassé quelqu'un à ce mariage. Les mots jaillirent comme si elle les retenait depuis des années. Derrière la tente de réception. Pas vous. Mes mains restèrent fermes sur le volant. Qui? L'ami investisseur de Troyes. Un banquier de New York. Elle récupéra son téléphone, les doigts tremblants. J'ai pris des photos. J'étais ivre. Je pensais que c'était amusant à l'époque. Elle afficha l'écran du téléphone. Un horodatage datant d'il y a 2 ans. Des photos nettes de Serena en tenue d'invité à un mariage, serrée contre un inconnu en smoking. Leurs visages collés l'un à l'autre derrière une toile blanche. J'aurais dû les supprimer, dit-elle. J'aurais dû faire comme si je n'avais jamais rien vu. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je savais qu'elle blesserait quelqu'un de bien un jour. Et j'avais raison, n'est-ce pas? Elle a transféré les photos sur mon téléphone via AirDrop. Son choix. Sans contrainte. 5 images, toutes horodatées, toutes suffisamment claires pour clore les débats sur la fidélité à l'aéroport. Elle a saisi mon bras avant de sortir. Qu'est-ce que tu vas en faire? La vérité, ai-je dit. Rien de plus, rien de moins. Elle saura que ça vient de moi. Vraiment? Ellie m'a regardé longuement, puis a hoché la tête comme si elle avait pris une décision. Bonne chance, Nat. Tu mérites mieux que ça. Je l'ai regardé disparaître dans le terminal, puis j'ai examiné les photos sur mon téléphone. Le visage de Serena pris en flagrant délit de trahison, conservé dans un ambre numérique. Je suis rentré chez moi, puis j'ai gravé une deuxième clé USB. Celle-ci n'a reçu aucune étiquette, juste une date qui aurait une signification profonde pour la femme qui l'avait effacée de sa mémoire. La soirée sur le toit du Pantouz Club représentait la soirée suprême de Serena. 200 invités étaient attendus, avec un bar ouvert et les lumières de la ville s'étendant à l'horizon. Elle avait consacré des semaines à planifier méticuleusement cet événement, le proclamant comme le moment décisif de sa carrière avec un panache théâtral qui rendait nos conversations dignes d'une pièce de second ordre. Moi, cependant, je n'étais pas invité. Au lieu de cela, j'étais affecté à assurer un service de navette VIP. Comme l'avait expliqué la coordinatrice de l'événement, cela impliquait un transport discret pour nos invités les plus prestigieux. Tu seras invisible, comme il le préfère, avait-elle déclaré. Invisible, le mot même qui avait fini par définir mon mariage. Troisval était ma deuxième prise en charge de la soirée. Il a choisi d'occuper le siège passager avant, un écart par rapport à la norme pour quelqu'un de son rang social, bien qu'il ait toujours eu un comportement particulier. Il dégageait une arrogance subtile mais qui avait beaucoup de poids. Pantouz Club, a-t-il déclaré, sans aucune formule de politesse. Grand événement ce soir, ai-je répondu. L'affaire de Serena, ça devrait être intéressant. La façon dont il a prononcé son nom a fait se contracter mes dents, comme s'il en était le propriétaire. Êtes-vous encore en contact?
Il m'a regardé pour la première fois, m'a vraiment regardé. Vous êtes le mari, je suis le chauffeur. Apparemment, ça revient au même. Je me suis arrêté devant le club juste au moment où Serena commençait son discours d'ouverture sur la terrasse du toit. À travers les baies vitrées, je pouvais l'observer captiver l'attention de la foule. Elle tenait son verre de vin en l'air, affichant ce sourire radieux qui m'avait séduit 4 ans plus tôt. Troy est descendu du véhicule et a ajusté la veste de son costume. Merci pour la course. Il est entré dans le bâtiment avec un air de propriétaire, et j'ai compris qu'il se dirigeait directement vers le moment de triomphe de Serena. Le timing semblait beaucoup trop précis pour être une coïncidence. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé à travers mon objectif de téléobjectif, un équipement standard pour surveiller la sécurité des clients. En quelques minutes à peine, des murmures se sont répandus dans la foule comme une traînée de poudre. Le discours de Serena a vacillé lorsqu'elle a remarqué Troy près du bar, sa présence perturbant la chorégraphie méticuleusement planifiée de son moment professionnel. Ils n'ont échangé aucun mot. Aucun n'était nécessaire. La foule a servi de porte-parole, un chœur de spéculation et de regards furtifs qui ont transformé son jalon de carrière en une occasion de commérage. Au moment où j'ai pris en charge mon client suivant, 3 photographes différents de la soirée avaient capturé des images du moment. Pas de Troy et Serena ensemble, cela aurait été trop voyant. Mais plutôt, ils ont capturé la perturbation, la confusion, le faux pas professionnel qui s'est produit lorsque le passé et le présent sont entrés en collision. À 23 heures, Serena m'a coincé près de l'ascenseur de service. Qu'est-ce que tu crois faire? Je lui ai maintenu la porte ouverte, conservant un sourire professionnel. Assurer des services de transport. Tu as amené Troy ici? À mon événement? Il a réservé une course. Je l'ai conduit à sa destination demandée. Son visage était rouge de vin et de colère. C'est ma carrière, Nat. Ma réputation. Je suis au courant. Alors pourquoi? L'ascenseur a sonné. Un flash d'appareil photo a jailli de l'autre côté du hall alors qu'un photographe capturait notre échange tendu, l'encadrant avec les lumières de la ville en arrière-plan. Elle a saisi mon bras. Nous n'avons pas fini d'en discuter. En fait, ai-je déclaré, en entrant dans l'ascenseur, je crois que si. L'email anonyme est parti à 6 heures du matin le lundi. Il ne contenait aucune adresse de retour, aucun message. Simplement un fichier audio de 2 minutes joint aux adresses que j'avais extraites de la liste de contacts de Serena, y compris son agence de relations publiques, ses plus gros clients et son réseau professionnel. L'audio était net, légal et dévastateur. La voix de Jessica se moquant de notre mariage, les rires de Sarah à propos de ma profession, la trahison désinvolte d'Amanda concernant la clé de Troy. Tout avait été enregistré avec un avis affiché, à l'intérieur d'un véhicule commercial agréé. Dès 9 heures du matin, le téléphone de Serena sonnait sans cesse. Ils veulent savoir d'où viennent tes sources et quelles sont tes méthodes d'enregistrement, a-t-elle déclaré, arpentant notre cuisine comme un animal en cage. Ma réputation est remise en question parce que mon mari dirige apparemment une opération de surveillance. J'exploite un service de transport avec une protection de responsabilité standard. Évite de jouer avec les mots avec moi, Nat. J'ai versé du café et vérifié mon téléphone. 3 nouvelles demandes de réservation étaient arrivées pendant la nuit, dont une de Sarah Kim, qui apparemment n'avait pas encore fait le rapprochement. Tes amis discutaient d'affaires privées dans un véhicule commercial avec des avis d'enregistrement clairement affichés, ai-je déclaré. C'est leur choix, pas le mien. C'est de la folie. Tu détruis ma carrière à cause de commérages. Je ne détruis rien. Je m'assure simplement que les bonnes personnes entendent ce que tes amis pensent réellement. Elle a jeté sa tasse de café à travers la pièce. Elle s'est brisée contre le placard, laissant une tache brune qui ressemblait à du sang séché. Répare ça, a-t-elle exigé. Réparer quoi? Le fait que tes amis n'aient aucun respect pour ton mariage, ou le fait que tu ne l'aies jamais défendu? Son téléphone a sonné à nouveau. Elle l'a ignoré, mais j'ai pu distinguer l'identification de l'appelant, Jessica Crane. Ils ne veulent même plus prendre mes appels maintenant, a dit Serena doucement. J'ai presque ressenti une pointe de sympathie pour elle, presque. Après son départ pour des réunions de gestion de crise, j'ai découvert une enveloppe sous mon essuie-glace. Elle ne portait ni signature, ni adresse de retour. Simplement un ticket de voiturier de l'immeuble de Troyes avec son numéro d'appartement inscrit à l'encre rouge. Quelqu'un observait. Quelqu'un voulait que je sache qu'il était attentif.
J'ai démarré le moteur et me suis dirigé vers le quartier des entrepôts, songeant aux clés, aux opportunités et aux genres de secrets que les individus fortunés dissimulaient au sein de tours de verre. L'immeuble de 3 était équipé de caméras de surveillance, mais elles ne couvraient pas les cages d'escalier du parking. Je l'avais remarqué lors de mes précédentes visites. On acquiert ce genre de détails lorsqu'on consacre sa vie à naviguer dans l'architecture urbaine. J'ai attendu dans l'ombre entre les étages, chronométrant méticuleusement sa routine. 3 affichait la prévisibilité souvent observée chez les hommes riches, même restaurant tous les mardis, même heure, même schéma d'entrée et de sortie. Il est apparu à 9h47 du soir, ses chaussures de créateur résonnant sur le béton, son téléphone collé à l'oreille. « Dis-lui que je vais y réfléchir », disait-il. Mais je ne m'implique pas dans ces drames conjugaux. Je suis sorti de l'ombre. Trop tard pour ça. Il s'est retourné, manquant de faire tomber son téléphone. Dans la lumière fluorescente crue, son visage paraissait plus vieux que ses 34 ans. « Putain, tu m'as fait peur. » Il a rangé le téléphone dans sa poche. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je me posais la même question à ton sujet lors de l'événement de Serena la semaine dernière. J'étais invité. Par qui ? Il a hésité juste assez longtemps pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. Un ami à moi connaît la coordinatrice. Foutaise. 3 a redressé ses épaules, essayant de projeter une autorité qu'il ne possédait pas. Écoute, je ne sais pas à quel genre de jeu tu joues avec ces enregistrements, mais... J'ai fait un pas de plus. Tu crois que c'est un jeu ? Je pense que tu fais une sorte de dépression. Suivre les gens, enregistrer les conversations, traquer les événements. Il a reculé vers l'ascenseur. Serena mérite mieux que ça. Serena mérite ce qu'elle obtient. C'est-à-dire ? J'ai souri. C'est-à-dire que tu as toujours sa clé. Son visage a pâli. Comment tu as ? Non, parce que ses amis ne savent pas tenir leur langue. Pareil pour toi, apparemment. Je me suis déplacé avec plus de rapidité qu'il ne l'avait prévu, saisissant son téléphone avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton de l'ascenseur. La cage d'escalier en béton a amplifié le son lorsque l'écran a heurté le sol, se fissurant en motif de toile d'araignée. C'est un téléphone à $1200, a-t-il déclaré. Envoie-moi la facture. J'ai récupéré l'appareil cassé et l'ai jeté dans une bouche d'égout, où il a disparu dans l'obscurité avec un plouf satisfaisant. Reste loin de ma femme, ai-je déclaré. Sinon quoi ? Je me suis penché suffisamment près pour sentir son coûteux parfum. Sinon, je cesserai d'être raisonnable. L'ascenseur a sonné derrière nous. Une cabine vide, timing parfait. Je me suis écarté et j'ai fait un geste vers les portes ouvertes, s'élevant. 3 a trébuché dans l'ascenseur, appuyant sur les boutons avec des doigts tremblants pendant que les portes se fermaient. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai envoyé un SMS à Serena, attention, terrain glissant. Elle comprendrait, elle comprenait toujours, finalement. Le Penthouse de Roxy était le genre d'endroit où les secrets allaient mourir. Situé au 24e étage, il disposait de fenêtres insonorisées et d'un balcon qui surplombait la moitié de la ville. Elle avait bâti son empire de décoration d'intérieur en comprenant ce que les individus fortunés cherchaient à dissimuler. L'espace de stationnement privé était une attention bienvenue. Roxy appréciait son intimité, particulièrement lorsqu'elle organisait des séances de stratégie impliquant l'argent et les mariages d'autrui. J'arrivai à 8h15 du soir, précisément à l'heure. Roxy émergea de l'ascenseur, vêtue d'une tenue qui coûtait plus cher que l'automobile de la plupart des gens. Soie et diamants, associés à la confiance que procure le fait de ne jamais se soucier d'argent. « Bonsoir, monsieur Kellum, dit-elle en se glissant sur la banquette arrière. Le Penthouse Club, s'il vous plaît. Bien sûr. Nous traversâmes le centre-ville dans un silence confortable. Roxy était parmi mes clientes les plus agréables. Professionnelle, ponctuelle, généreuse en pourboire. Elle s'adonnait également aux conversations de balcon les plus bruyantes de la ville. En fait, déclara-t-elle à l'approche de son immeuble, pourriez-vous m'attendre ? J'attends des amis, et nous pourrions avoir besoin d'être transportés plus tard. Combien de temps ? 1 heure, peut-être 2. Je vous paierai pour le temps d'attente. Je me garai dans l'espace privé, les fenêtres baissées pour capter la brise du soir à 24 étages au-dessus. Le balcon de Roxy était illuminé comme une scène, les voix portant clairement dans l'air calme. Elle y réfléchit. La voix de Roxy flottait, déclarant qu'elle était en réunion avec 3 pour boucler les choses.
Une autre femme rit, un son que je reconnus comme celui de Sarah Kim. Serena a toujours dramatisé ses relations. Ce n'est pas du théâtre quand ton mariage part en morceaux, affirma une troisième voix, Amanda Cross. Toute la bande était présente. Peut-être qu'il devrait partir en morceaux, répondit Roxy. Son chauffeur est clairement instable. Ses enregistrements. Le comportement de harcèlement. Harcèlement? La voix de Sarah monta d'un ton. Que veux-tu dire, harcèlement? Il a suivi 3 au restaurant la semaine dernière, l'a coincé dans un parking. 3 envisage une injonction d'éloignement. Je sortis mon téléphone et lançai une application de mémo vocal. Pas illégal, j'étais garé sur une voie publique, enregistrant des conversations qui se déroulaient en plein air sans attente raisonnable de confidentialité. Serena doit faire un choix, dit Amanda. Soit s'engager dans le mariage, soit y mettre fin proprement, avec quelqu'un comme 3 à disposition. De nouveau, Roxy intervint, la décision semble évidente. Le discours se poursuivit pendant encore 20 minutes. Des plans se matérialisèrent, des stratégies furent disséquées, et le destin de ma femme était déterminé par des femmes qui n'avaient jamais travaillé un seul jour de leur vie. À 10h30, elles se déplacèrent à l'intérieur. J'envoyai un message texte à Serena. N'oublie pas tes clés. Ensuite, j'inclus l'adresse de 3. Comprendrait-elle l'implication? Elle le faisait invariablement. Finalement, 3 m'attendaient dans la cage d'escalier du parking. Cependant, cette fois-ci, il n'était pas seul. 2 agents de sécurité l'encadraient. Personnel de l'immeuble. Pas des gros bras engagés à titre privé, mais suffisamment imposants pour ses objectifs. Monsieur Kellum, annonça-t-il, sa voix résonnant sur les murs de béton. Nous devons nous entretenir. Le devons-nous? Au sujet des délimitations. Concernant la conduite appropriée. Quant à quitter mon immeuble et mon existence entièrement. Je jetai un coup d'œil aux agents de sécurité. De jeunes hommes, probablement étudiants, employés à temps partiel pour payer leur loyer. Ils avaient cette mine mal à l'aise des individus à qui l'on a demandé de gérer quelque chose qui dépasse leurs compétences. Voudriez-vous vous écarter, les gars? Demandai-je. C'est une affaire entre lui et moi. Ils sont présents en tant que témoins, rétorqua 3, au cas où vous décideriez de devenir physiquement agressif une fois de plus. Physiquement agressif? J'ai jeté votre téléphone dans une bouche d'égout. Difficilement. Voie de fait, intimidation, suivie de harcèlement. Quelle que soit la nomenclature que vous préférez. J'offris un sourire et avancai d'un pas. Les gardes se crispèrent, leurs mains se dirigeant vers leur radio. Voici comment je le caractérise, déclarai-je. Un dialogue entre 2 hommes concernant les limites appropriées. Le calme de 3 vacilla perceptiblement. Restez loin de mon immeuble. Ce n'est pas possible. J'ai des clients ici. Alors restez à distance de moi. Ce n'est pas non plus possible. Vous persistez à vous immiscer dans mon existence. Je me déplaçai avec célérité, non pas vers 3, mais en direction de la rambarde de l'escalier. Ma main heurta la barrière métallique, produisant un son semblable à un coup de feu. Les gardes reculèrent, tâtant leur équipement. Attention, prévins-je 3, en me frottant les jointures. Route traîtresse par ici. Le visage de 3 devint livide. Il appréhenda la référence, l'implication, la promesse dissimulée dans ces simples mots. Allons-y, ordonna-t-il aux gardes. Ils se retirèrent vers l'ascenseur, la formation professionnelle luttant contre un malaise personnel. Alors que les portes se fermaient, j'aperçus le reflet de 3 dans le métal poli, l'appréhension se faisant passer pour de la colère, l'autorité sapée par des mains tremblantes. J'ai récupéré mon téléphone et capturé une image de la cage d'escalier, du béton, des néons et de cette architecture institutionnelle qui facilite les disparitions. Ensuite, je l'ai transmise à Serena, accompagnée d'une simple phrase. Parcours prudent et perfide. Elle comprendrait le message. Elle comprenait toujours. Finalement. Tandis que je retournais à ma voiture, je contemplais les limites, les conséquences et la frontière ténue entre la justice et la vengeance. Je ne transgressais pas cette ligne. Pas pour l'instant. Mais je m'en approchais. Ellie Shore m'attendait dans ma voiture quand j'ai terminé ma récupération à 2h du matin dans le quartier médical. Elle avait d'une manière ou d'une autre contourné le verrouillage des portières. Remarquable pour quelqu'un qui prétendait n'être qu'une coordinatrice marketing.
Il faut qu'on parle, a-t-elle articulé depuis la banquette arrière. À propos de quoi? À propos de ce que tu infliges à Serena. Et de ce que j'ai l'intention de faire pour t'aider à aller jusqu'au bout. J'ai ajusté le rétroviseur pour examiner son visage, sobre cette fois, résolu d'une manière qui laissait entendre qu'elle avait mûri notre conversation précédente. Pourquoi voudrais-tu m'aider? Parce qu'elle a anéanti mon amitié avec Sarah Patterson. Elle l'a retournée contre moi après ce mariage parce que je savais trop de choses sur ses écarts. Par exemple, le banquier n'était pas le seul. Ellie a sorti son téléphone, a fait défiler un album photo intitulé SP Mariage supprimé. Il y avait aussi le barman et l'assistant de la wedding planée. Ta femme a eu une soirée bien remplie. Elle m'a présenté les images. Encore des photos horodatées. Différents endroits du lieu de réception. La même trahison jouée dans plusieurs scènes. Combien de personnes sont au courant? Moi seulement. J'étais l'assistante du photographe ce soir-là. J'avais accès à tout. Elle a fait une pause. J'ai gardé ça parce que je savais qu'un jour, j'aurais besoin d'une assurance contre elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi. Quand tu as commencé à te venger. J'ai réalisé qu'il était peut-être temps de cesser de protéger quelqu'un qui ne m'avait jamais protégé. Elle a transféré tout l'album sur mon téléphone par AirDrop. Des dizaines d'images, des clips vidéo. Un documentaire exhaustif sur la nuit de noces de ma femme. Infidélité. Qu'est-ce que tu veux en échange? Rien de toi. Mais je veux que Serena sache que ces images viennent de moi. La voix d'Ellie portait le poids d'années de ressentiment refoulé. Je veux qu'elle comprenne que les actes ont des témoins, et que les témoins finissent par parler. Je l'ai ramenée chez elle par des rues désertes, en contemplant la loyauté, la trahison et la mathématique de la vengeance. Au matin, j'avais suffisamment de preuves pour détruire complètement la réputation de Serena. Mais la réputation ne suffisait pas. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti. L'invisibilité, l'impuissance, le rejet par ceux qui prétendaient se soucier de moi. À 8 heures du matin, j'ai contacté un avocat spécialisé dans le droit de la famille, en prenant rendez-vous pour la semaine suivante afin de discuter du partage équitable des biens, du gaspillage matrimonial et du cadre juridique pour partir avec dignité. La consultation coûterait 5 cents. L'information serait inestimable. Le bail de notre appartement était à mon nom. J'avais servi de garant. Quand le crédit de Serena s'était avéré insuffisant pour le bâtiment de luxe, elle avait exigé 3 ans de versement, toujours ponctuel, toujours provenant de mon compte. Annuler le bail ne nécessitait qu'un simple coup de fil. Un préavis de 30 jours est standard, m'a expliqué la gestionnaire immobilière. Mais, compte tenu de vos antécédents de paiement exemplaires, nous pouvons accepter une résiliation anticipée moyennant une modeste indemnité. L'indemnité était de 2000 $. Je l'ai réglée par chèque de banque le jour même. Le déménagement de nos affaires nécessitait un examen minutieux. Les lois sur les biens communautaires étaient complexes, mais les doctrines sur le gaspillage matrimonial étaient bien établies. Les biens acquis avec des fonds communs pendant le mariage appartenaient aux deux parties. À moins qu'une des parties n'ait délibérément diminué leur valeur par infidélité ou abandon. Les meubles ont été donnés à une œuvre caritative. J'ai conservé les reçus, des dons déductibles d'impôts qui m'avantageraient lors de la prochaine déclaration. Les appareils électroniques, les bijoux, les œuvres d'art, tout ce qui avait une propriété individuelle claire est resté chez son acheteur d'origine. Ce qui restait était remarquablement maigre. 3 années de mariage réduites à une collection de photos partagées et d'appareils de cuisine. J'ai laissé à Serena un seul objet sur le sol vide du salon, une clé USB étiquetée avec la date de son mariage il y a 2 ans. Elle l'a découvert à son retour de sa réunion à Chicago, en entrant dans des pièces qui résonnaient du bruit de ses propres pas. Nat. Sa voix a résonné dans les espaces vides, faisant écho sur les murs nus. Nat, où es-tu? J'étais déjà parti. Nouvel appartement en ville, bail au mois, pièce meublée qui évoquait un sentiment de liberté. Elle a contacté mon téléphone à minuit, sa voix brisée par quelque chose qui aurait pu être une émotion authentique. J'ai écouté ton petit cadeau, a-t-elle articulé. Ces photos, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Qu'est-ce qu'elles semblent être? Comme si j'étais ivre, stupide, et que j'avais commis des erreurs que je ne peux pas réparer. Cela semble exact. Ce n'est pas comme ça que les mariages se terminent, Nat. Les gens communiquent. Ils se disputent. Ils s'efforcent de résoudre les problèmes.
Les gens le font, ai-je acquiescé. Les maris et les femmes le font. Mais nous avons cessé d'être cela il y a déjà un certain temps. Si j'y réfléchis, probablement la première fois que tu as ri quand tes amis m'ont désigné comme simple chauffeur. La ligne est restée silencieuse, à l'exception du bruit de sa respiration. Je n'ai jamais eu l'intention. De quoi? De leur faire savoir précisément ce que tu ressentais. De me montrer où je me situais dans tes priorités. J'ai souri dans l'obscurité de ma nouvelle chambre. Mission accomplie. Où es-tu? Parti. J'ai mis fin à l'appel et désactivé le téléphone. Demain apporterait des avocats, de la paperasse et le démantèlement méticuleux de 3 années de décisions partagées. Ce soir, j'ai dormi plus paisiblement que je ne l'avais fait depuis des mois. L'autoroute était glissante à cause de la pluie quand les phares de 3 se sont matérialisés dans mon rétroviseur, se faufilant dans la circulation comme un homme qui n'a plus rien à perdre. Je ramenais la sacoche d'ordinateur de Serena, sa propriété. Légalement parlant, bien que l'ironie ne m'échappait pas. Sa BMW s'est placée à côté de ma berline à 110 km/h, son moteur rugissant contre la tempête. À travers la vitre du passager, je pouvais discerner son visage, déformé par la rage et quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Il a viré vers moi. J'ai légèrement freiné, le laissant me dépasser, puis j'ai accéléré dans l'espace libre. Il avait mis en œuvre des techniques de conduite professionnelle apprises lors de cours de conduite défensive obligatoires que les entreprises de transport de luxe imposaient. 3 a tenté une nouvelle fois, sa voiture coupant 2 voies pour obstruer mon chemin. Sa voiture a fait de l'aquaplaning sur l'eau stagnante, les roues arrière perdant de l'adhérence sur l'asphalte glissant. J'ai braqué dans le sens de la glissade, conservant le contrôle pendant qu'il luttait pour se rétablir. Amateur, ai-je murmuré en vérifiant mes rétroviseurs. La poursuite a persisté pendant 5 km à travers les rues du centre-ville, la pluie battant les 2 véhicules comme un barrage incessant. La conduite de 3 était agressive, mais bâclée. Trop d'émotion, pas assez de technique. Il traitait ça comme un film alors que ça aurait dû être traité comme une opération chirurgicale. Je l'ai dirigé vers le quartier des entrepôts, où la circulation diminuait et les options proliféraient. À un feu rouge, il s'est placé à côté de moi et a baissé sa vitre. « Donne-moi le sac », a-t-il crié par-dessus la tempête. « Quel sac ? Tu sais très bien de quel sac je parle. » Le feu est passé au vert. J'ai accéléré dans l'intersection pendant qu'il parlait encore, établissant un écart d'une 50aine de mètres avant qu'il ne puisse réagir. Dans le rétroviseur, je l'ai observé s'efforcer de me rattraper, sa voiture glissant de côté alors qu'il négociait le virage trop rapidement. Il a fait un tête-à-queue de pâté de maison plus loin, sa BMW tournant comme un manège avant de percuter une barrière de béton, pas avec assez de force pour s'arrêter, mais avec assez de force pour causer des dégâts. De la vapeur s'élevait de son capot froissé, mélangeant la pluie et le liquide de refroidissement en un nuage toxique. Je me suis arrêté, j'ai mis la voiture au point mort et j'ai refait le chemin à pied sous l'averse. 3 était conscient, sa ceinture de sécurité s'enfonçant dans sa poitrine. « Ça va ?» Il a hoché la tête, trop secoué pour articuler quoi que ce soit. « Bien. » J'ai tendu la main à travers sa vitre brisée et j'ai retiré les clés du contact. « Reste loin de ma femme. » Après avoir laissé tomber accidentellement les clés dans une bouche d'égout, je suis retourné à ma voiture, le laissant à la tâche peu enviable d'expliquer à la dépanneuse, à l'expert en assurance et aux policiers présents la raison de sa poursuite d'un autre véhicule au milieu d'une pluie torrentielle. La sacoche d'ordinateur portable a trouvé sa place sur le porche de Serena, accompagnée d'une lettre que j'avais rédigée plus tôt ce matin. À l'intérieur se trouvait un accord de séparation formelle, une répartition des biens et une déclaration sans ambiguïté de mon désir de distance, excluant toute possibilité de réconciliation. Il n'y aurait pas de thérapie, pas de séance de conseil et pas d'autres tentatives pour sauver la situation. Simplement la conclusion définitive, livrée sous le voile de la pluie et de l'obscurité, dictée par les mathématiques immuables des conséquences. Je suis rentré chez moi par des rues désertes, mon esprit absorbé par des réflexions sur les choix et leurs inéluctables ramifications. Certaines tempêtes sont endurées, d'autres sont simplement survécues. Cette tempête particulière touchait à sa fin.